Tout dans ce studio, mesdames, messieurs, si vous nous joignez seulement à l'instant, vous écoutez le 11 entrant, votre habituel rendez-vous hebdomadaire qui consacré essentiellement aux questions de football. Et pour cette édition, nous accueillons un habitué, c'est un expert de ce programme, vous le connaissez, Franck Tonindam. Bonsoir. Bonsoir Yvan, bonsoir à tous les autres copanélistes, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment, bonsoir à Diction du côté de la technique, un bonsoir particulier au président de la République, voilà, qui a prêté serment. Nous sommes le 6 novembre, on doit quand même lui faire cet honneur-là, et tout en espérant que les choses iront pour le mieux pour le prochain septennat. Pour l'accompagner sur ce panel, on va aller du côté de Yaoundé. C'est une consoeur très au fait, notamment des questions liées au football féminin, mais évidemment, elle s'intéresse au football dans la globalité. Elle, c'est Rose Elise Assin, directrice de publication du média Africa Women Football, spécialisée justement dans le football féminin. Elle est basée du côté Yaoundé. Rose, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. À tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui sont sur le panel. Voilà, dans un moment, hein, on complétera le panel de cette édition. Reste encore entendu dans ce programme Kevin Fotso qui nous a fait un message juste avant de démarrer cette émission qu'il était en chemin, mais pour des soucis liés au trafic, il n'a pas pu encore rejoindre ces studios jaunes et noirs de Jambo FM. Également, les Tiens du côté des États-Unis. On va essayer, avec les dieux de la technique, de se connecter avec lui tout à l'heure. Mais avant qu'il ne nous rejoigne, je vous le disais d'entame, on va aller directement dans le premier sujet à l'ordre du jour de cette production du 11 entrant consacrée aux Lions indomptables. Je le disais, éliminé sur le terrain pour la deuxième fois consécutive pour une Coupe d'Afrique des Nations. C'était déjà de l'inédit de n'avoir pas participé à la première édition parce que le Cameroun avait toujours été présent durant toutes les précédentes éditions de la CAN. Comme si cela ne suffisait pas. On a manqué une deuxième édition il y a quelques jours ici à Douala face à l'Algérie. Tony, je me tourne vers toi pour la première question. Comme ça, sentiment à chaud sur cette deuxième non-qualification sur le terrain de ces Lions amenés par Jean-Baptiste Bissek. Bah, la déception, personnellement, moi j'étais au stade, j'ai bravé tout ce que vous pouvez imaginer qu'il y avait dans la ville de Douala à ce moment-là, et honnêtement, on y a cru, on y a véritablement cru, mais après, elles n'ont pas pu se défaire d'une équipe algérienne très bien organisée, tactiquement, techniquement et physiquement, même au-dessus des Lions indomptables. C'était un peu effarant parce que j'ai eu l'impression que ces filles-là, elles-mêmes n'y croyaient pas vraiment, parce qu'on prend un but tôt dans la rencontre et puis après il y a une déliquescence totale de cette équipe-là. Moi je sors du stade ce jour-là étant complètement abattu. Ouais, je crois que j'ai même fait un post là-dessus qui a fait rire pas mal de personnes. J'étais abattu parce que je me disais, ouais, quand même, on va pas... J'ai vécu cette CAN féminine là et j'avais toujours ce pincement au cœur quand je voyais les équipes, je voyais les matchs, les rencontres, et je me disais, voilà, nous on n'y est pas. Et voilà, à ce moment-là, j'étais loin d'imaginer qu'il y aurait eu cette main de Dieu, on va dire ça comme ça, qui nous ramène dans la compétition, mais très 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 grosse déception, on va dire ça, très grosse déception. Alors Rose, je t'ai également lu au lendemain ou alors au soir de cette non-qualification concédée malheureusement à domicile face à cette valeureuse équipe algérienne. Et dans tes propos, on pouvait lire justement un certain désarroi, une certaine déception. Chez toi, justement, est-ce que tu peux partager avec nos auditeurs justement le sentiment qui a été le tien après cette incapacité des Lions à domicile de pouvoir valider leur ticket qualificatif pour la CAN? Vous savez, Yvan, j'ai investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour ce football féminin, pour que celui-ci ait la visibilité, pour que nos joueuses soient connues de la plus belle des manières. Ça ne peut qu'être un sentiment de déception pour quelqu'un qui perd ses heures de sommeil
en longueur de journée et tout, qui perd, on a parfois l'impression qu'on perd du temps inutilement, mais ça n'a pas été surprenant pour moi. Vous savez, ça n'a pas été surprenant pour moi. Pourquoi? Parce que j'avais déjà pressenti cela. Je suis toutes ces joueuses, quel qu'en soit le championnat dans lequel elles évoluent. Ça, je peux l'attester. Je regarde les matchs. Pardon? Il dit ça, je peux l'attester. Voilà. Je regarde les matchs chaque semaine. Tout à l'heure, je regardais le match de Claudia Dabda, où elles ont perdu contre Al Nasser. Vous voyez, donc je peux vous dire si elle a bien joué, si elle n'a pas bien joué. Et je peux connaître son niveau ou pas. Vous voyez, j'avais déjà annoncé, je l'avais déjà annoncé quelques jours avant. Le truc, c'est qu'au Cameroun, lorsque quelqu'un dit quelque chose qui ne cadre pas avec une certaine idéologie que les gens ont, tu deviens l'ennemi de tout le monde. Voilà un peu le problème que certains d'entre nous avons. Lorsque Jean-Baptiste Bissek, il publie, lorsque la Fédération camerounaise de football publie la liste de Jean-Baptiste Bissek, j'ai fait un point dessus, j'ai fait une analyse dessus. J'ai dit cette liste, ça va créer un problème au Cameroun. Vous ne pouvez pas avoir des joueuses qui jouent par exemple en première division, vous partez prendre des filles qui n'ont pas de rythme, qui n'ont aucune performance, des joueurs de deuxième division. C'est vrai, on va nous dire, on valorise le football féminin dans sa généralité, mais il faut quand même qu'on ait un certain statut pour pouvoir, une certaine expérience pour pouvoir prétendre jouer à l'équipe nationale senior. On parle quand même de l'équipe nationale senior. Vous n'allez pas prendre des enfants qui apprennent encore à jouer au football et vous les amenez dans une équipe comme celle des Lions Indomptables et pour combler, je ne sais pas l'effectif, je ne sais pas pourquoi on les avait amenés là. J'ai fait un point dessus, certains en ont parlé également, mais comme nous sommes toujours des gens qui sont mal vus, on a dit que c'était un sabotage, alors que j'ai interpellé déjà Jean-Baptiste Bissek sur la situation de sa liste. Et j'ai parlé avec certains, je leur ai dit, au vu de cette liste et des performances de certaines joueuses que je suis, moi je pense pas que le Cameroun pourra se qualifier. Mais l'esprit patriotique que moi j'ai, je dis, ça peut être, ça sera un miracle. Ça sera un miracle de voir ces filles se qualifier. Gardons espoir, soyons positifs et tout, restons optimistes, ça peut arriver. Peut-être que nos lions vont rugir, vous voyez. Donc cette élimination du Cameroun n'était pas, pour ceux qui suivent le football féminin et qui suivent ces joueuses-là n'allait pas être une surprise, comme je le dis depuis. Ça devait être juste une conséquence de tout ce dont on assiste dans le football féminin depuis un bon moment. C'est vrai, on va se voir accuser X, on va accuser Y, mais moi je dis aussi les joueuses, elles ne sont pas très conscientes. Nos joueuses ne sont pas conscientes. Nos joueuses vivent comment? Lorsqu'elles sont au Cameroun, il faut voir leur rythme de vie, il faut voir les milieux qu'elles fréquentent. Et puis vous avez des choses comme Gabriela Dioné, Sunjoya Adiara, Fallon Kuti de Fomotou, qui ont, elles, une certaine expérience. Elles ont chacune au moins 10 ans ou 15 ans de carrière professionnelle, je le dis. Quand vous avez des filles comme Lamine Mana, Naomi Eto, Marie-Gisèle Gamanga, qui ne sont même pas, elles ne savent même pas ce qu'elles font à l'équipe nationale. Ça, c'est un exemple, hein, parce que je peux citer les noms de toutes ces jeunes joueuses-là, peut-être à l'exception de Colette Nzana, Moningo, qui commence à avoir une certaine expérience parce que elle est allée à la CAN 2022 et elle a joué à Reims, aujourd'hui elle a fleuri. Elle est consciente de ce qu'elle veut en fait. Elle sait ce qu'elle veut. Et puis c'est une jeune fille, ce sont ces jeunes filles-là, ces jeunes joueuses-là, que vous n'allez pas voir se pavaner n'importe où et n'importe comment quand elles sont au Cameroun. Et puis regardez aussi les championnats dans lesquels jouent nos joueuses. Elles évoluent où? En Arabie Saoudite. C'est normal si Sunjoya Adiara s'en va jouer en Arabie Saoudite. Elle a déjà tout joué. Moi je le dis. Elle était en Suède, elle a été en Espagne, on l'a vu en Italie, elle a été aux États-Unis.
en première division, de toutes ceux qui sont sortis, que ce soit Mofomotou, Adjara, Aboudi qui sont encore là, aucune n'est allée jouer en deuxième division. Les joueurs jouent, certains jouent en Turquie, où le championnat n'est pas vraiment ce qu'on pense. On ne peut rien faire. On ne peut pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel. On ne peut que s'attendre à ce que on a vu sur le terrain où des jeunes joueuses de moins de 30 ans n'arrivent pas à courir. Et vous voyez une Fallon Mofomotou ratisser sur tous les compartiments. Elle arrive à jouer en 6, en latéral, en défenseur central. Ça devient un problème. Parce que, et je vais toujours le dire, je ne vais pas peut-être tirer d'abord sur Jean-Baptiste Bissek, parce que ce que certains s'attendent, mais moi je vais parler des joueuses. Elles ne sont pas prêtes à jouer des compétitions internationales. Elles ne sont pas prêtes à jouer dans une équipe nationale comme celle du Cameroun, parce qu'il n'y a plus ce fighting spirit, il n'y a plus cette envie de défendre les couleurs du Cameroun. Ce qu'elles viennent faire à l'équipe nationale, c'est de porter le maillot, et faire des TikTok, faire des vidéos, poster partout, et se vanter, et c'est tout. Dès qu'on commence à parler du joueuse, on dit qu'elle joue bien, non, elle court déjà, elle peut déjà remplacer Fallon Mofomotou, il faut la mettre de côté. Elles sont déjà vieilles. Pourtant, les vieilles donnent une meilleure satisfaction que ces jeunes joueuses de moins de 30 ans. Voilà. Dont certains valorisent très souvent. Voilà. Et qui n'ont même pas le niveau d'être dans cette équipe. Voilà, merci Rose pour cette première prise de parole. On va accueillir Kevin Fosso qui nous a entre-temps rejoint dans ce studio. Kevin, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Yvan, bonsoir à Tony, bonsoir à Rose et à l'ensemble des auditeurs et internautes qui nous écoutent ce soir. Voilà, Léger également, avec l'aide de la technique, nous a rejoint au téléphone. Léger, bonsoir. Bonsoir Yvan, bonsoir à Kevin Fosso, bonsoir également à Fandam. Je suis très heureux de vous retrouver. Alors Léger, je vais rester avec toi. Hein. Tu as écouté Rose dans son propos qui pointe du doigt la responsabilité des joueuses, notamment au niveau de l'état d'esprit. Elle a évoqué également avant ça le casting des joueuses qui, pour elle, n'a pas été bien fait par le staff technique. Pour toi, sur quoi repose cette débâcle? Parce que c'est comme ça que je vais la qualifier. Ne pas être qualifiée pour une deuxième fois consécutive pour une Coupe d'Afrique des Nations quand on s'appelle le Cameroun, c'est quand même une grosse déculottée. Pour toi, quels sont les ingrédients sur lesquels repose ce double échec-là? Il faut dire que si on a échoué la première fois, on peut se dire que c'est un accident de parcours. Et quand on échoue la seconde fois, ça veut dire véritablement qu'il y a un problème. Je crois véritablement que les causes sont le fait qu'il n'y a pas de vision du football féminin au Cameroun depuis un certain temps, il faut se le dire. Par le passé, on était la deuxième puissance de football féminin en Afrique, c'est-à-dire qu'après le Niger avec le Cameroun. Aujourd'hui, on peine à se qualifier. On peine à se qualifier pour 2 CAN consécutifs. Ça veut dire réellement qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème et qu'il faut véritablement se pencher là. Malheureusement, lorsqu'on a eu le premier échec qui était historique déjà, les dirigeants fédéraux n'ont pas pris la peine d'essayer d'analyser cette catastrophe-là. On s'est dit, peut-être que c'était un accident de parcours et que la prochaine fois serait la bonne. Et on a eu cette prochaine fois-là, on n'a pas pu se qualifier directement. Ça veut dire que pendant qu'on n'est pas en train d'organiser notre football féminin, les autres sélections nationales en Afrique sont en train de se préparer. Qui aurait cru qu'une équipe comme l'Algérie puisse éliminer le Cameroun alors que le Cameroun devait jouer son second match, le match retour à domicile? Et c'est quand même incroyable. Ça veut dire véritablement qu'il y a une absence de vision du football féminin en général. Parce que quand vous regardez le championnat féminin au Cameroun, ça ressemble à quoi aujourd'hui? Ça ressemble à pas grand-chose, il faut se le dire. Quels sont les talents qui émergent au Cameroun? Et quand ces talents émergent, quelle est la direction, quelles sont les directions qu'elles prennent? Je crois que Rose a dit, certaines vont en Arabie Saoudite, d'autres vont en Turquie. Ça veut dire véritablement qu'il va falloir revoir la formation des joueuses, il va falloir revoir le championnat, rendre le championnat beaucoup plus compétitif, permettre à ce que les talents qui émergent là vont dans les grands clubs et qu'à ce niveau-là, puissent, pourquoi pas s'aguerrir, une fois revenus en sélection nationale, nous produire des résultats performants. Si on enlève la Guinness Super League, je ne sais même pas s'il y a un championnat de deuxième division au Cameroun qui se joue de manière régulière. Ça veut dire qu'il faudra véritablement prendre le taureau par les cornes. Déjà, commencer à travailler au niveau de la formation des joueuses,
faire en sorte que notre championnat, parce que même au niveau des clubs, lorsque on joue la Ligue des Champions du football féminin, le club camerounais ne parvient pas à s'imposer, aller au second tour. C'est quand même rare. C'est quand même des indices ou alors des signaux qu'il faudra prendre au sérieux. C'est dire quelque chose ne va pas. On a pu rater la première qualification. La deuxième qualification, normalement, ne devait pas arriver si on avait tiré les leçons. Mais on a comme l'impression qu'au niveau de la Fédération camerounaise de football, on ne tire pas les leçons de ces échecs-là. Heureusement que la CAF est venue nous sauver. Et on espère qu'à partir de ce moment-là, on va prendre conscience de ce que notre football féminin est en train de redresser, alors qu'on était une grande puissance au niveau africain, pour permettre à ce que notre équipe puisse revenir au meilleur niveau. À la décharge des joueuses, moi je pense qu'on ne je ne peux pas jeter toute la responsabilité sur les joueuses, parce qu'il faut d'abord se dire que les joueurs ne se sélectionnent pas elles-mêmes. Il faut dire aussi que le coach a une grande responsabilité dans cette débarque-là, dans ce double échec. Parce que lors du premier échec, on pouvait lui trouver des circonstances atténuantes. Mais le deuxième échec aussi, comment est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il fait la préparation? Est-ce qu'il a les matchs amicaux qui soient... Lui aussi doit dire, il ne suffit pas simplement d'arriver en conférence de presse et dire véritablement que bon, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Non, il faudrait lui aussi qu'il expose les raisons pour lesquelles ça ne marche pas depuis qu'il est là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre qu'une sélection comme le Cameroun puisse être battue par l'Algérie qui vient au Cameroun s'imposer. Et ça, c'est une gifle quand même. Il faut se le dire. Moi, je dis qu'il faut réorganiser. Il faut d'abord avoir une vision. Où est-ce que l'instance fédérale veut amener notre football féminin? Il faut travailler à la base. Il faut rendre notre championnat compétitif. Et je crois véritablement que les talents vont émerger. Les talents vont prendre des très bonnes destinations pour pouvoir compléter les formations ou alors s'adhérer et revenir en sélection pour nous produire des résultats beaucoup plus satisfaisants que ce qu'on voit en ce moment-ci. Voilà. Kevin, Léger pointe du doigt un déficit structurel et organisationnel, mettant ici en selle directement la fédération face à ses responsabilités. Parlant justement des responsabilités de la fédération, cette équipe du Cameroun, depuis l'élimination face au Kenya pour la précédente CAN, n'a joué que 2 matchs amicaux dans le tournoi invité par le Nigeria il y a environ 1 an. C'est-à-dire pratiquement en 1 an et demi, les Lions n'ont joué que 4 matchs. 19 mois. 19 mois, merci Tony pour la précision. En 19 mois, 4 matchs. Est-ce que finalement, ce sont des rudiments suffisants pour le staff technique pour leur permettre de préparer... Non, c'est 2 matchs, Yvan. Entre l'élimination contre le Nigeria pour les Jeux Olympiques et le match qu'on perd là contre l'Algérie, il y a 19 mois, on a joué 2 matchs. Un contre le Maroc et un contre le Nigeria. Voilà. Vous savez, quand on parle de football de manière générale au Cameroun, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tant les résultats qu'on observe là, parce que quand on est dans une dynamique, parce que le narratif entretenu, c'est celui qui vise à parler régulièrement de reconstruction. Lorsqu'on est dans une dynamique, effectivement, c'est pas les résultats à court ou à moyen terme qui importent. Mais le vrai problème, la vraie inquiétude vient un peu comme ce que Léger expliquait tout à l'heure, vient de la vision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un manque de lisibilité sur ce que la Fédération camerounaise de football veut vraiment faire avec les différentes sélections. On parle là du football féminin. On a assisté hier, je ne sais pas si vous l'avez évoqué avant que je n'entre dans ce studio, on a assisté hier à un vaudou administratif, à un vampirisme à ciel ouvert. C'est-à-dire que, concernant la suspension des clés filles de ça. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un environnement, vous dites que vous voulez reconstruire, vous dites que vous voulez consolider les acquis, je ne sais pas. Vous n'allez pas détruire ce qui se fait. Vous n'allez pas détruire ce qui se fait. Vous n'allez pas détruire les efforts de petites mains qui essaient de... Et moi, je parle de vaudou administratif et de vampirisme organisationnel pour une raison simple, c'est que de mémoire d'observateur du football et de l'organisation du football dans ce pays, je n'ai jamais entendu parler de la suspension d'une organisation, d'une association sur la base d'une note administrative d'un secrétaire général. Pour moi, ça, c'est de la folie. Et en plus, qu'est-ce qu'on évoque? Qu'est-ce qu'on évoque concernant le cas des clés de ça? Moi, je parle comme ça pour évoquer le problème dans sa structure. On évoque une cacophonie organisationnelle, on évoque... Au sein du club. Voilà, on évoque des bruits de bottes de descendants du fondateur Ngolo de l'équipe Éclair-Filles de ça. Moi, j'ai été très proche de l'Aigle Royal du Mungo, à l'époque notamment de l'arrivée de cet exécutif, et on avait assisté à une mascarade d'assemblée générale
où on avait présenté un procès verbal d'une assemblée générale qui s'est tenue une date où les signataires, dont les personnes qui étaient censées être présentes à cette assemblée générale, n'étaient même pas au Cameroun pour certains. Et la fédération avait validé ça. Alors qu'il y avait une assemblée générale qui avait élu un président à l'époque, le président Tankwa, une assemblée générale qui, sur la base du respect des textes, aux 2 tiers, voilà, en présentiel, avait élu un président. Et il y a eu ce problème-là. Mais l'équipe a continué de fonctionner. On est allé au niveau des juridictions de la Fédération camerounaise de football. Le président qui est toujours là d'ailleurs, plus ou moins, à cette époque-là, qui était en honnête sainteté avec l'exécutif, il avait été maintenu. Mais on n'avait pas suspendu pour autant. Ça n'existe nulle part. On n'allait pas dire que parce qu'au sein de ces foot, il y a quelques problèmes, vous suspendez d'abord. Non, ça n'existe pas. Et je veux qu'on m'apporte la preuve. Je veux qu'on me montre quelle loi permet à la Fédération camerounaise de football de suspendre un membre. Donc, quand j'ai pris cet exemple-là, je dis que ce qui inquiète en réalité concernant le football camerounais de manière générale, peut-être qu'on parlera de l'équipe Fagnon tout à l'heure, mais pour le cas des Lions, c'est pareil, ce problème de lisibilité. Ce problème est aussi perceptible au niveau du casting. Vous avez parlé du coach tout à l'heure. Au niveau du choix des... Parlons-en justement. Est-ce que le choix de Jean-Baptiste Bissek à la base, lui qui a été quelque part parachuté parce qu'il n'est pas connu dans les couloirs du football féminin, sur le plan national, en dehors du titre qu'il a remporté avec Coton Sport, il n'a pas de référence sportive claire. Est-ce que finalement c'est pas le choix, le casting, pour reprendre ton terme, de porter sur Jean-Baptiste Bissek qui au final pose problème? Je parle d'un gros problème de lisibilité. Vous savez, la première personne à avoir démissionné de la Fédération camerounaise de football sous l'ère Samuel Eto'o, c'est un certain Benjamin Barlock. Je crois qu'on était en mai 2022. Et dans sa lettre de démission, il avait évoqué une fédération qui fonctionne aux danseuses du président. Moi, j'aime bien cette expression. Parce que, regardez, on a une équipe féminine d'un niveau inférieur, avec un entraîneur à qui on prête tout type d'accusation. Jusqu'à présent, rien n'a été prouvé. Le concerné a largement démenti. Toujours est-il qu'il a été suspendu. On connaît les résultats de cette équipe qui était plutôt prometteuse. On connaît ce dans quoi on est aujourd'hui. Et on a de l'autre côté des entraîneurs de sélection à qui on peut donner du crédit, qu'on ne renvoie que quand la situation est vraiment compliquée. Donc tout ça pose de vrais problèmes. Et au bout de 4 ans de cet exécutif, quand on essaie de faire le bilan de nos différentes sélections, ce bilan parle de lui-même. Je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Tout le monde sait dans quoi nous sommes aujourd'hui empêtrés. Et c'est bien dommage de se dire que voilà, on risque de vivre ça encore bien longtemps. Alors Rose, est-ce qu'au final, Jean-Baptiste Bissek, je veux bien qu'on pointe du doigt la responsabilité des joueuses, mais comme je le disais tout à l'heure, les joueuses ne se sélectionnent pas elles-mêmes en équipe nationale. Une qualification ratée, ça peut se comprendre. Mais 2, lorsqu'on s'appelle Cameroun, et que jusque-là, on n'avait manqué aucune édition d'une compétition, ça commence à poser problème. Si à ça, on ajoute le fait que son prédécesseur, Gabriel Zabo, avait quand même commencé à bâtir quelque chose, avait laissé, lorsque Jean-Baptiste Bissek prend cette équipe, une certaine ossature. Et d'ailleurs, la plupart des joueuses qui sont aujourd'hui en sélection nationale sont des joueuses qui avaient déjà été présentes avec Zabo il y a plus de 2 ans. Plus de 2 ans après, Bissek ne semble pas avoir pris la mesure de cette équipe-là. Au contraire, il nous a ramené beaucoup plus vers l'arrière. Est-ce que finalement, c'était pas le choix d'avoir porté Jean-Baptiste Bissek à la tête de cette équipe-là qui aujourd'hui nous amène à tout ce qu'on observe là? Yvan, je vais répondre à votre question je vais donner 2 réponses à votre question. Donc, mes réponses seront à 2 volets. Je parlerai déjà, vous parlez de Jean-Baptiste Bissek aujourd'hui. On connaît le milieu du football féminin. Hein. On connaît qui est capable de faire quoi. Lorsqu'on nomme Jean-Baptiste Bissek, vous le savez, vous personnellement, vous le savez. Nous avons débattu là-dessus. On s'est beaucoup intrigué même là-dessus. J'ai dit, je pense qu'il y a un problème. Il sort d'où? Jean-Baptiste Bissek. Qui le connaît? Quelle est son histoire? Quel est son parcours?
à part qu'il a gagné, il a pris Coton Sport, je crois 3 ou 4 mois, et puis le Coton a gagné le championnat. C'est tout ce qu'on sait de Jean-Baptiste Bisset, qu'il est passé par le canon, ça n'a pas donné. Il va à Coton Sport, je crois Biroué, c'est lui qui était là-bas, si je peux me tromper, il avait déjà fait tout ce qu'il fallait. Gabriel Aman. Gabriel Aman. Oui, bien sûr. Pardon? Il a remplacé Gabriel Aman du côté du Coton Sport à l'époque. Voilà. Tout était déjà fait. Les joueurs, ils avaient envie de gagner, ils avaient envie de jouer, vous voyez. Et puis le football féminin est bien différent. C'est vrai, on parle de 90 minutes sur le terrain, elles jouent les mêmes 90 minutes que les hommes, mais le management dans le football féminin est différent chez les hommes. C'est totalement différent. Pour entraîner les filles, il faut connaître la femme. Parce que naturellement, nous les femmes, nous sommes capricieuses. Lorsque la femme est là, elle est dans sa période de menstruation. Elle va avoir une attitude vraiment très 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 bizarre pour celles qui sont introverties ou extraverties. Tout ça joue en fait. Il faut connaître il faut avoir peut-être fait la psychologie de l'enfant pour connaître ces joueuses-là. C'est pour ça que des entraîneurs comme Karl et Nongachu ont pu réussir parce que il a pris le temps, il a pris ses filles comme si elles étaient ses joueuses comme si elles étaient ses filles, ses sœurs, parfois ses mamans, vous voyez, et il a bâti plutôt une famille. Il n'est pas venu comme l'entraîneur, il est venu comme le père, le frère, l'ami et tout, et ça a donné ce que tout le monde connaît. Maintenant, est-ce que Jean-Baptiste Bisset était la personne qu'il fallait dans cette équipe? Moi, je vais dire non. Et j'ai toujours dit non depuis le départ. Parce que quand vous avez des entraîneurs comme Odo Poumier, qui est là depuis, on a vu ce qu'il a fait avec les Louvre Minpro, par exemple. Vous avez son adjointe Joséphine Mimosette Ndoumou Mike, qui est l'une des rares à avoir quand même déjà fait belle impression dans le championnat de football féminin, qui a entraîné Gabriel Aboudiongene, qui a eu avec elle Raïssa Fedio. Elle a vu toutes ces filles-là ont été sous sa houlette. Vous comprenez que il y avait de la matière grise qu'on pouvait utiliser, mais on a refusé de le faire. Je ne sais pas qui avait proposé au président de la Fédération camerounaise de football de nommer Jean-Baptiste Bisset, mais cette personne a vraiment trompé le monsieur. Vraiment. Parce qu'il faut s'asseoir, il faut étudier le football féminin, il faut comprendre dans quel contexte nous sommes pour pouvoir nommer un entraîneur. Et il faudrait que ça soit des personnes, ça soit des gens qui s'y connaissent, qui travaillent avec ces filles depuis, qui ont une certaine expérience. Et j'ose croire que la prochaine nomination, celui ou celle qu'on nommera, viendra vraiment des 12 entraîneurs de la Guinée Super League, ou alors de ceux qui ont été là avant, parce que ça va beaucoup aider ces filles-là. Donc l'échec de Jean-Baptiste commence déjà. Oui, je vais chuter s'il vous plaît. Commence par sa nomination. Et puis, le deuxième volet que je voudrais aborder, c'est le volet de la visibilité. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Ce football féminin manque cruellement, royalement, excusez-moi, manque terriblement de visibilité. Surtout les équipes nationales, au niveau de la communication. Vous ne pouvez pas avoir une équipe nationale A où les filles arrivent en sélection, on n'est même pas au courant de ce qui se passe. Ce qui est différent chez les Lions, quand ils arrivent, on sait que Bemo est arrivé, Andro Nana est là, France Damboanguissa, on connaît même les heures d'arrivée, on connaît même quand ils vont quitter. Mais ce n'est pas le cas peut-être avec Boudi, Mofomotu, Adjara, Claudia Dabda et tout le reste. Est-ce que Rose peut-être te relancer, est-ce que tu as le sentiment justement que les Lions, chez les Lions, on en a affaire à une sélection abandonnée par la fédération? Oui. Oui. Est-ce que vous savez que les Lions avaient fait pratiquement plus d'un an sans jouer de match?
19 mois. On l'a, en 19 mois, ils ont joué 3 ou 4 matchs en 19 mois. Voilà. Et ça, il a fallu que nous autres, on écrive, on mette la pression. Et si on veut gagner, si on veut remporter un trophée, il faut créer des automatismes, il faut créer la cohésion dans cette équipe et ça passe par des matchs amicaux. Elles doivent apprendre à se connaître. Mais on a une équipe des Lunes Indomptables où les joueuses locales font pratiquement 2 mois de stage et à quelques jours, ce sont les pros, entre guillemets, qui viennent jouer. Ça devient problématique où en sélection seulement peut-être 5 ou parfois 10 joueuses et elles sont même 10 joueuses locales, elles sont abandonnées au banc de tous. Si on a décidé de faire avec les joueuses locales, faisons avec les joueuses locales. Si on a décidé de faire avec les pros, faisons avec les pros, mais et ce désordre-là, ça n'aide même pas ces entraîneurs. Le Cameroun joue à peine des matchs contre des équipes. Le Nigeria joue. D'ailleurs, même c'est le Nigeria qui a demandé le match contre nous. On a failli ne même pas y aller. Le Maroc a demandé le match et tout. Donc, quand est-ce que le Cameroun même va se décider? Nos dirigeants vont se décider à dire cette équipe doit jouer des matchs et se préparer pour pouvoir affronter les autres nations. Aujourd'hui, le Cameroun est 5e au classement africain, 66e au classement mondial, alors que ce Cameroun faisait trembler le Nigeria, ce Cameroun faisait trembler la France, ce Cameroun faisait trembler, on a vu le Cameroun contre le Pays-Bas, on a vu le Cameroun en 2019, à la Coupe du Monde 2019, à la Coupe du Monde 2015. Ce sont ces filles-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait une certaine cohésion entre elles. Il faudrait que ceux qui dirigent ce football pensent à ces filles, pensent à la visibilité, pensent à préparer ces équipes. Que ça soit senior, cadet, junior, elles ont besoin de jouer des matchs amicaux internationaux, c'est-à-dire respecter la période de FIFA. C'est ce que le Nigeria fait. Toutes les sélections nigérianes jouent les matchs amicaux avec des grandes nations. Voilà. L'Afrique du Sud, c'est pareil. Le Sénégal aussi a pris le rythme. Les autres nations le font déjà. Il faudrait que le Cameroun s'inscrive encore dans ce registre-là. Voilà. Et pour ajouter de l'eau au moulin de Rose, il y a une période FIFA côté féminin qui s'annonce dans quelques temps seulement. Au Cameroun, c'est le silence béat. C'est l'absence totale de visibilité par rapport à ce qui est prévu dans le calendrier pour cette sélection nationale. Mais Tony, la question que j'ai envie de te poser, on a tous planté le décor ici, des raisons qui ont pu concourir à cet échec répété de cette sélection des Lions Indomptables du Cameroun. Et la question que j'ai envie de te poser, est-ce que finalement, au regard de tout cela, on a pointé clairement un droit accusateur sur la responsabilité de Jean-Baptiste Bissek, rater 2 compétitions quand même. Je veux bien qu'on me dise qu'il n'y a pas de matchs amicaux, mais avec Zabo, il n'y avait pas beaucoup plus de matchs amicaux non plus. Je pense pas qu'avec Ndoko, à son époque, il y avait beaucoup plus de matchs amicaux non plus. Mais quand vous travaillez dans un contexte, que vous avez fait 2 ans, la logique voudrait que vous soyez quand même acclimaté aux conditions dans lesquelles vous travaillez. Et votre mérite, justement, va résider dans votre capacité à pouvoir dompter ces facteurs limitants-là et à accéder au succès, ce que n'a pas été capable de faire Jean-Baptiste Bissek. Est-ce qu'après avoir raté 2 qualifications consécutives, on ne peut pas clairement dire que c'est le pire entraîneur que cette sélection ait connu depuis qu'elle existe? Non, le pire, non. Tu sais, il y a eu pire selon toi? Non. Et donc c'est le pire? Non, c'est vrai, tu vas me dire la nature horreur du vide, je sais ça. Le problème, c'est que... combiné. Oui, le problème, c'est que Jean-Baptiste Bissek, nous avons aujourd'hui, je fais partie de cette corporation des entraîneurs, tu dois t'adapter. Donc, il a une part de responsabilité. Tout à l'heure, quand Rose parlait des facteurs, des causes et tout, elle disait qu'elle avait déjà dit. Moi, je tiens à dire à ceux qui écoutent l'émission, moi, je connais pas Rose, on se connaît pas, je suis sûr qu'elle me connaît pas non plus. Moi, depuis 19 mois, je dis ça. Depuis 19 mois, je dis, je prends à témoin une personne qui s'intéresse aussi beaucoup au football féminin, qui est Pamela Ndiap, du côté de RSI. Chaque fenêtre FIFA, je dis, attention, exploitons ces fenêtres FIFA. Regardez, il faut d'abord partir de la genèse. On nomme Jean-Baptiste Bissek à la tête de cette sélection 1 mois avant une double rencontre décisive pour la qualification pour la CAN. Il n'a pas cette expérience. Il prend un groupe.
Mais donc il n'a pas connaissance. Tony, je peux te relancer. Oui. On le nomme à 1 mois, c'est vrai, mais Oui. il hérite quand même d'une équipe. Oui, mais il hérite d'une équipe qui, entre 2022 et au moment où on le nomme, n'a pas fait de rassemblement. Non, mais avant que Jean-Baptiste Bissek n'arrive. Non, mais ça, c'est faux. Non, c'est pas, justement, Rose, je vais relancer Tony. Oui, oui. Il prend l'équipe juste après, je crois qu'on sort du tournoi qualificatif qu'on rate pour la coupe, pour les Jeux Olympiques avec Gabriel Zabo. Il hérite quand même d'une équipe, je l'ai dit tout à l'heure, d'une équipe qui a déjà une ossature. Et en plus, je sais. Il connaît le contexte. Rien ne l'oblige à ce moment-là à accepter le challenge. Oui, mais Yvan, Rose, tu connais comment ça se passe. Vous pensez honnêtement qu'il allait dire non? Parce que Rose a posé une question qui est très pertinente. Qu'est-ce qui l'oblige à accepter? Non, c'est pas qu'est-ce qui l'oblige. Attends, Yvan, je voulais arriver à la question que Rose a posée. Qui a mis son nom? Qui a mis le nom de Jean-Baptiste Bissek dans la shortlist de ceux qui peuvent prendre en main cette équipe? C'est là où est le problème. Mais après... C'est là où est le problème, Yvan, parce qu'aujourd'hui, tu te rends compte que on lui donne un groupe, il n'a pas la connaissance de ce groupe. Regarde ce qui se passe. On est éliminé pour la CAN, la dernière CAN. On doit se qualifier pour les JO. On joue le jour. Voilà. Et il en a profité pour rencontrer les JO. Et ce jour-là, je fais un pause, je dis, mais voilà, on sait qui on va affronter dans 2 mois. Et on préfère ne rien faire à ce moment-là. Mais c'est de l'inédit. Résultat, on est éliminé, on va pas au JO. Entre l'élimination des JO et l'élimination là, on se retrouve en train de jouer le Maroc. En fait, le Maroc demande le match parce que le Maroc prépare sa CAN. Et on a 2 matchs à jouer contre le Niger. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé, mais on se retrouve en train de jouer un seul match. Tous ces facteurs-là, à un moment donné, pour un entraîneur qui n'a pas déjà la maîtrise de cette histoire, sont limitants. Maintenant, je sais, maintenant pour lui-même. Tony, autre chose. Permets-moi de te relancer. Il a régulièrement organisé des stages. Oui, laisse-moi te poser la question. Laisse-moi te poser la question. Il a régulièrement organisé des stages. Je le disais tout à l'heure. Il y a parfois eu des stages avec les locales de 2 mois. Il y a des sélections africaines qui n'ont pas de joueuses professionnelles. Le Kenya n'a pas beaucoup de joueuses professionnelles. L'Algérie qu'on a affrontée n'a pas beaucoup de joueuses professionnelles. Quand on affronte l'Ouganda et Tessera, ce sont des nations qui n'ont pas beaucoup de joueuses professionnelles. Mais pour autant, elles ne sont pas aussi médiocres que ça, aussi lamentables que ça dans les compétitions internationales. Et donc, c'était quoi dans le bien fondé d'organiser des stages de plusieurs semaines avec des locales quand tu sais pertinemment que pendant les périodes de FIFA, la fédération ne te donnera pas les moyens de faire les stages avec les joueurs qui sont des professionnels. Justement, Yvan, et tout ça, tu ne fais que répondre. Rose a posé au moins 3 questions. Elle a laissé 3 questions en suspens. Et tu es en train de donner les éléments de réponse toi-même. Non, moi je suis sûr. Non, je sais, parce que quand Rose a parlé de la visibilité... Je t'ai posé la question au départ, si Jean-Baptiste Bissek est le pire entraîneur. Non, je veux pas... Non, tu sais, je suis entraîneur. Je suis entraîneur, Yvan. Je peux pas dire qu'un collègue... Je peux pas dire qu'un collègue, mais je vais te donner... Attends, sur ce que tu évoques là, Rose a dit quelque chose tout à l'heure. Elle a parlé de la visibilité du niveau du championnat. Le Kenya n'a pas les joueuses professionnelles. Mais elles sont habituées à jouer ensemble, il y a cette cohésion. Ça sert à quoi d'organiser des stages de 2 mois avec les joueuses locales? Quand le jour du match... Mais la responsabilité, elle est de qui à ce moment? C'est la Fédé. Non, c'est pas la Fédé, non. Tony, c'est trop facile. Attends, non, tu penses que le match contre l'Algérie, Jean-Baptiste Bissek peut décider que il va jouer avec uniquement les joueuses du championnat et on va lui donner cette latitude. Mais s'il ne le fait pas, à ce moment-là, qui porte le chapeau? Non, c'est lui qui va trinquer. Mais justement, ça veut dire que c'est sa responsabilité. Là, tu évoques sa personnalité. Non, Tony. D'abord, sa personnalité. Tony, qui fait les choix? C'est l'entraîneur. Qui sélectionne? L'entraîneur. Et pourquoi au moment où de faire les choix, vous dites que c'est pas l'entraîneur qui assume les choix qu'il fait? Parce qu'on sait comment ça se passe, Yvan. Regarde, tu as pris l'exemple, je vais te prendre un exemple. Regardez, je prends Rose à témoin parce qu'elle est une experte. Regardez chez les U17 et les U20. Ça passe mieux parce que ce sont des joueuses locales. Mais j'ai pris l'exemple à dessin, Tony. Mais chez les A, ce n'est pas pareil. On va te dire qu'il faut les joueuses professionnelles. Tony, on s'est qualifié pour une Coupe du Monde U20 avec des joueuses locales. Oui. Mais pour les A, ça ne sera jamais pareil, Yvan. Parce que le management n'est pas bon, Yvan. Arrêtons. Chaque période de FIFA féminine, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Bissek d'organiser un stage, un rose, avec les joueuses locales. Mais le jour du match, on prend les professionnels qui arrivent, qui n'ont pas joué ensemble depuis plus d'1 an et demi, et on prend, il y avait 5 joueuses locales. Dans cette liste-là, ne nous mentons pas. On n'a pas mis sur pied. J'ai suivi la conférence de presse de l'entraîneur. Oui, Tony, on va avancer le débat. Je suis pas là, j'ai suivi la conférence de presse de l'entraîneur algérien. Qui t'explique le process. Oui, Rose, tu vas réagir tout à l'heure. On permet à Tony de terminer, tu vas réagir. Oui, je termine, Rose. Il a expliqué le process de comment ça s'est passé. Oui, Rose, tu vas réagir à la suite de Tony. Le coach a expliqué le process depuis qu'il a pris cette équipe en main. Et quand il t'explique, mais c'est normal qu'aujourd'hui,
l'Algérie en vienne à se qualifier face à nous. Parce que c'est un process qui est clair, qui est établi, commence avec les joueuses locales. Ils pistonnent quelques joueuses professionnelles et internationales. On met de l'énergie dans le championnat local et tout, et ça donne ce que ça donne. Nous, si tu as nos joueuses qui sont ici, tu prends 5. Tu fais le stade, tu convoques 30, tu prends 5. Tu prends le maximum de joueuses qui viennent de l'Est, qui n'ont pas joué ensemble depuis. Il y a d'abord un problème de coordination. Moi, j'ai vu cette équipe jouer sur le terrain. Il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'entente. Et à un moment donné, ça invoque la responsabilité de l'antenne qui doit s'adapter. Et en cela, je dis, au vu même de la conférence de presse de Jean-Baptiste Bisset, c'est qu'il a dit. Tu sens qu'à un moment donné, il y a un manque de confiance. Mais de là à dire que c'est le pire, bon, moi, je ne veux pas... Ouais, tu as pris 5 minutes pour ne pas répondre à ma question. Non, c'est un collègue, je ne peux pas. Rose, je peux pas oui, Rose, tu voulais dire un mot à la suite des propos de Tony? Oui, je voulais dire quelque chose quand même à Tony par rapport à la sélection des joueuses. Selon l'information que j'ai, l'État demande qu'il y ait au moins 15 joueuses professionnelles et 10 locales, c'est-à-dire une liste de 25 joueuses quand vous partez à une compétition. Si jamais on demande 25 joueuses, parce que c'est souvent la limite, 25 joueuses, vous voyez. Donc, on dit on travaille uniquement avec des joueuses, on peut faire avec des joueuses locales, les professionnels, machin. Moi, je l'ai dit ici tout à l'heure, et Tony là a commencé à le mentionner également, le respect des fenêtres FIFA. C'est très important. Je vais prendre un exemple avec Jean-Baptiste Bisset. On va y aller rapidement, Rose, parce qu'il faut qu'on évoque le prochain sujet. Oui. C'était quoi l'objectif de prendre encore pratiquement, je pense qu'il a fait une liste de 25 filles, il est parti avec elle à Douala pour sélectionner seulement 5. C'était quoi le but? Pourquoi? Sachant que les échéances étaient vraiment très courtes. Ça veut dire que le problème aussi c'était lui. Peut-être que lui-même il ne maîtrisait, il n'a pas eu la maîtrise de ce groupe. Tu ne peux pas avoir de ces joueuses qui ont joué contre l'Algérie, ont joué contre le Kenya qui nous a éliminés l'année dernière. Bon, au moins 10 de ces joueuses étaient dans cette équipe qui ont joué là, qui étaient titulaires, ont joué contre le Kenya. Le Kenya qui était même une équipe qui inexistante sur la scène africaine continentale. Mais le Kenya a réussi à nous éliminer. Et l'Ouganda nous a même menacés lors des qualifications des Jeux Olympiques. Il a fallu que les filles rougissent ici et Liane Mambo ait inscrit un but et ça a donné ce que ça a donné. Donc, vous voyez aujourd'hui, moi, si Tony dit que Jean-Baptiste Bisset n'était pas le pire entraîneur, ça veut dire que c'est peut-être qu'il veut mettre une poutre blanche. Non, Rose, je suis entraîneur, je ne peux pas dire ça. C'est un collègue, Rose. Mais moi, je le dis, pas pour le dénigrer, je ne le dis pas pour l'insulter, je ne le dis pas pour le saboter, mais je dis, c'était la pire des erreurs d'avoir quelqu'un qui ne s'y connaît pas dans le milieu du football féminin. Lui, il a réussi peut-être à accompagner Hassan Bala avec les U20 parce que dans sa formation, il est éducateur. Il a eu dans son parcours des joueuses de moins de 20 ans qu'il a entraînées en France, mais les réalités au Cameroun sont autres que ce qu'en France. C'est pour ça que vous voyez, il n'a pas pu maîtriser ces filles, ces lions seniors comme on les appelle. Donc voilà la difficulté. Et puis on parle des matchs amicaux que les joueuses doivent jouer. Je crois que c'est l'entraîneur de dire à la Fédération camerounaise de football, j'aimerais jouer un match contre tel pays. J'aimerais jouer, j'aimerais. Il fait son rapport, il dépose, il fait sa demande, il la dépose et maintenant la Fédération et le ministère s'accordent pour pouvoir faire jouer peut-être 1 ou 2 matchs à l'équipe du Cameroun. Donc moi je pense que c'est ça. Donc voilà. Rose, de but en blanc, pour toi, est-ce que Jean-Baptiste Bisset clairement est le pire entraîneur de l'histoire de cette sélection, toi qui connais mieux le football féminin? Si
si on commence dans la jeunesse, car le Nongachou, il est irréprochable, il n'a pas gagné de titre, mais il a eu un très bon groupe. Joseph Brian Doko est venu après lui, on a vu ce qui s'est passé. Il a qualifié les Lions pour le mondial 2019. Alain Djemfa a fait ce qu'il fallait. Il est arrivé en 8e de finale au mondial 2019. Zabo s'est arrêté en quart de finale à la CAN 2022 et Jean-Baptiste Bissek il a raté 2 éliminations. C'est 2 éliminations, donc pour moi il est l'entraîneur le plus médiocre que l'équipe nationale senior a eu depuis sa création. Léger, je vais te poser la même question. Jean-Baptiste Bissek, pire entraîneur de l'histoire des Lions ou pas? Léger. Alors, petit souci technique avec Léger, on va peut-être essayer de le recontacter tout à l'heure avec l'aide de la technique. Kevin, tu as écouté les uns et les autres. Allô? Oui, Léger. Oui, je disais que la réponse coule de source. Quand on sait bien évidemment qu'il a raté 2 Coupes d'Afrique des Nations, c'était la première fois que le Cameroun ne se qualifie pas. Et encore, on lui a fait confiance. Il est resté à la tête de cette sélection nationale féminine du Cameroun. Il a raté une deuxième qualification. Je crois que c'est le pire entraîneur de l'histoire du football féminin, de l'histoire des Lions indomptables du Cameroun. Il faut se le dire parce que les résultats ne plaident pas pour lui. Je crois que Rose l'a dit avant moi. Lorsqu'on fait le classement, bien entendu, on sait véritablement que c'est Inongatou qui arrive en tête, même s'il n'a rien gagné. Et ensuite, on a Joseph Braham Doko, même si je ne suis pas trop d'accord avec Rose qui dit qu'on est allé chercher un entraîneur qui ne connaissait rien du football féminin. C'est vrai que le football féminin a certaines spécificités, mais il faut dire quand même que ça reste le football. Si on classe Joseph Brian Doko comme l'un des meilleurs entraîneurs que la sélection nationale féminine du Cameroun ait pu connaître, il faut dire que lorsqu'on allait chercher Joseph Doko, il n'avait aucune expérience dans le football féminin. Ouais, il n'avait aucune expérience dans le football féminin et il était entraîneur chez les hommes, mais il a quand même pu bâtir une équipe qui a fait buter le Nigeria lors de la CAN au Ghana en 2018. Il a pu qualifier cette équipe nationale du Cameroun pour la Coupe du Monde, bien qu'il ne soit pas allé. Donc, s'il faut même dire véritablement les choses telles qu'elles sont, Joseph Doko est l'entraîneur, le sélectionneur qui a pu permettre à la sélection nationale d'avoir un jeu chatoyant. Il faut le dire, tout le monde, tous les experts s'accordaient là-dessus que sous le règne de Joseph Ndoko, on avait une équipe qui jouait très bien. Donc Joseph Ndoko n'est pas parti du football féminin pour être un très bon entraîneur chez les Lions indomptables. C'est vrai que le football féminin a certaines spécificités, mais on n'a pas toujours besoin d'aller chercher un entraîneur dans le domaine féminin pour pouvoir... Et donc pour toi aussi, Jean-Baptiste Bissek, c'est le pire entraîneur de l'histoire des Lions. Pour moi, c'est le pire entraîneur parce qu'il a raté 2 CAN, c'est qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du football féminin au Cameroun. Kevin? Sur la même question? Oui, sur la même question. Je crois que... dans cet environnement, c'est un peu difficile, vous voyez, c'est un peu difficile de juger. J'aurais bien voulu voir Jean-Baptiste Bissek à une autre époque, dans un autre contexte. On va pas refaire le monde non plus. Dans un autre contexte. Pour moi, ça va être un peu difficile de me prononcer sur la question. Ce que je pense aujourd'hui, à l'écoute de tout ce qui a été dit ici, de personnes qui connaissent d'ailleurs mieux l'environnement du football féminin que moi, ce qu'il faut, il faut reconstruire, partir à la base, il faut... moi, je suis dans la projection en termes de propositions. Il faut travailler à faire en sorte qu'on ait un championnat plus compétitif et ne pas uniquement s'intéresser à l'élite. J'ai écouté tout à l'heure, on a parlé du championnat de 2e division du football féminin. On a peut-être la Guinness Super League qui est très médiatisée, mais on a très peu de lisibilité quant au caractère compétitif des divisions inférieures chez les dames et aussi au niveau de la formation. Il y a un autre point, je pense... À 30 secondes. Oui, rapidement pour sortir, je crois qu'on va un peu se pencher là-dessus. On a évoqué tout à l'heure les clubs des joueuses qu'on a aujourd'hui dans cette sélection. Je ne sais pas si à l'époque de Karl Nongachou, on avait forcément des joueuses qui évoluaient... On avait beaucoup de joueuses qui évoluaient dans les plus grands clubs. C'est-à-dire que pour moi, le problème ne se situe pas. Je pense qu'il y a 2 problèmes fondamentaux. Pour le moment, il y a d'abord l'environnement de notre football de manière générale. Et puis la nécessité de véritablement le rebâtir à la base.
Alors, Rose, dernière question sur le sujet. Je vais te la poser. On rappelle quand même pour la gouverne de nos auditeurs que malgré l'élimination sur le terrain, il y a eu une décision de la Confédération africaine hier. Avec l'aide de la technique, on va peut-être projeter le document. Je suis un peu surpris quand même que les Camerounais soient autant enthousiastes par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais compris cette affaire où... Quand tu n'as plus rien, tu prends ce qu'il y a à prendre. J'ai jamais compris cette affaire où on délibère le bac à 7 de moyenne. Votre enfant est conscient d'avoir échoué et jubile quand même. C'est-à-dire que au bout d'un moment, il faut mettre de côté le fanatisme. Ça n'enlève en rien le fait qu'on encourage nos Lions à cette participation, qu'on applaudisse. Et qui sait, peut-être que le vent peut tourner, mais ça ne va pas changer le problème. Ça ne va pas changer le problème de fond. De jubiler et de prêter des muscles à César plus qu'il en a, quoi. Donc, voilà, Rose, je m'apprêtais à te poser cette dernière question sur le sujet. On va donc finalement, comme pas extraordinaire avec cette décision de la CAF tombée hier, participer à cette Coupe d'Afrique des Nations. Jean-Baptiste Bissek a été limogé au lendemain de la débâcle face à l'Algérie. Qui pour le remplacer sur le banc de touche? Est-ce que tu peux nous dresser selon toi le portrait robot de celui qui pourrait prendre les commandes de cette équipe pour nous conduire dans cette CAN? Mais Yvan, vous voulez déjà que je dévoile certains secrets que je n'ai pas. Moi, il y a tellement d'entraîneurs. Il faut, je dis, j'étais en train de parler de tous ces hommes qui sont passés dans cette équipe, Ino Ngachou, Ndoko, Djemfa, Zabo, Bissek. Personne n'a gagné quoi que ce soit. Je pense que il faut peut-être déjà aussi se tourner vers les dames, même si on juge, même si certains jugent qu'elles ne sont pas assez compétentes. Ailleurs, ce sont des dames qui sont à la tête des sélections nationales. Il faut peut-être déjà penser aussi à donner la main à une dame et l'accompagner par un monsieur. Je ne vais pas dire que c'est telle ou telle autre l'instance pétière du football camerounais. C'est mieux que personne sur qui ils peuvent remettre la mission, à qui donner la mission de pouvoir conduire le Cameroun à la CAN 2026, peut-être au sacre. C'est à eux de décider, mais on a quand même des gens qui se démarquent. On a des dames au Cameroun et à l'extérieur qui se démarquent. On a des hommes également qui sont outillés dans ce milieu. J'ai cité Oudouk là, Stéphane Zana, il y a Ndoumoumaic, Anon Bernadette. Il y a tellement d'entraîneurs au Cameroun, la fédération les connaît, que c'est à eux de faire le travail. Moi, je vais pas venir donner le nom de qui que ce soit ici, qu'on confie à celui qui peut et qui se sent capable et que la personne fasse le travail qui lui sera donné. C'est tout. Voilà. Dans tous les cas, on espère que la fédération ne va pas nous refaire le coup. Jean-Baptiste Bissek, parce que je suis pas sûr que les Camerounais sont préparés à rater de nouveau une autre CAN. Ça en est donc terminé pour ce sujet. On va donc faire un crochet par la régie pour prendre la transition. On se retrouve juste derrière pour évoquer le deuxième sujet.